Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur 2EF pour le journal de ce soir. Voici les titres. Les États africains vont investir jusqu'à 69 milliards de dollars dans les infrastructures routières en 2020. C'est le résultat d'une étude publiée par le cabinet d'analyse Global Data. Ce sont plus de 110 000 km de routes qui seront ainsi réalisées ou réhabilitées. Dans notre dossier entrepreneuriat, nous nous intéresserons au commerce de jus glacés aux hautes crèmes en vogue dans les espaces publics en Côte d'Ivoire. Depuis des décennies, les Ivoiriens sont familiers de ce genre de produits. Pour ouvrir ce journal, cette information relative à l'organisation d'une formation certifiante sur la planification et pilotage stratégique des établissements universitaires qui doit avoir lieu du 18 au 22 novembre 2019 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le but de cette formation initiée par l'École supérieure de la francophonie pour l'administration et le management ESFAM, l'Institut de la francophonie pour la gouvernance universitaire UFGU, l'Université Senghor et la Commission nationale de la francophonie de Côte d'Ivoire est d'outiller les responsables d'établissements supérieurs dans la mise en œuvre de projets stratégiques visant à renforcer les capacités de formation. Dans le domaine de la formation supérieure, l'on connaît depuis le jeudi 27 juin la lauréate de la Côte d'Ivoire du concours universitaire francophone, ma thèse en 180 secondes. Il s'agit de Gervaise Kwame, doctorante en botanique épithothérapie à l'université Nangui Abrogwa d'Abidjan. Elle ira donc présenter la Côte d'Ivoire à la grande finale de ce concours international organisé par l'Agence universitaire de la francophonie qui aura lieu le 27 septembre prochain à Dakar, au Sénégal. 18 pays francophones du monde entier seront en compétition. Voici à présent un extrait de l'émission Complément de cours sur les épreuves de français au baccalauréat pour rester dans le ton des examens de fin d'année. Comment faire face aux différents sujets qui peuvent vous être donnés pour cette matière? Explication avec le professeur Blayero, présenté par Miss Ariel Toy. Je dirais que le candidat peut se comporter face à un sujet de français. Alors, à l'examen, bien sûr. Pendant l'examen, Pendant même l'examen. Non, il faut garder son calme. Voilà, il faut garder son calme, sa lucidité. Parce que avant, c'est un examen tellement important. Comme je dis, il va arriver un moment où celui qu'on va appeler chômeur, ça sera celui qui aura eu le bac. Parce que le diplôme, il est important. Et les temps changent. Chaque enfant, un peu, il y a le stress qui est là. Qu'on le dise ou pas, chacun gère son stress. D'autres sont plus calmes, d'autres sont plus bavards. Et quand le sujet arrive, vous voyez cette sensation dans le ventre, c'est comme si on a mal au ventre, qu'on a connu un peu, qu'on a passé le bac, mais l'enfant doit garder son calme. Et puis, lire son sujet. Il faut lire le sujet de façon intégrale, le comprendre. On peut avoir une impression qui apparaît, vous notez, sur le brouillon. Parce que souvent, comme on dit, les premières impressions sont les bonnes. Il faut noter. Si vous laissez, vous avez oublié, peut-être que c'était l'élément catalyseur qui vous permettrait de mieux apprendre le sujet. Voilà. Donc, il faut noter ça, mais il faut lire bien le sujet. Avant de se jeter dessus, il faut le lire. Vous voyez des élèves, on distribue les copies, on distribue les sujets tout de suite. Ils pensent à faire les copies et puis ils commencent à rédiger. Bon, est-ce qu'il a déjà vu le sujet quelque part? Voilà, il faut, comme je dis, relever ses premières impressions, lire beaucoup, relire, et chaque fois noter. Quand je lis, qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce qui me vient à la tête? Il faut noter. Parce que quand on laisse, ça part. Voilà. Ce qu'on écoute, ce à quoi on pense, pas plus vite que véritablement ce qu'on va noter. Voilà, il faut noter, puis s'engager dans le sujet. Il faut éviter aussi de demander à côté, regarder, tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as pu mettre? Ça déstabilise. Voilà, peut-être que toi tu es dans le bon, et puis l'autre qui est en train de s'égarer, et comme c'est l'autre, tu ne le connais même pas souvent. Mais comme c'est l'autre qui a écrit, tout de suite, tu effaces ce que tu as noté et puis tu rapportes sur ta copie pour l'autre. Voilà. Donc, beaucoup de calme. Parce que quand on a bien préparé son examen, je pense qu'il n'y a pas de risque. Au chapitre économique, on commence par la Côte d'Ivoire où la production de cola bat des records.
Pour la dernière campagne, ce sont 280 000 tonnes de cola qui ont été récoltées, ce qui consacre la suprématie de la Côte d'Ivoire en tant que premier producteur africain de ce fruit, dont la commercialisation prend du volume sur le marché international. Une situation qui pourrait déteindre favorablement sur le prix d'achat du kilo, qui est actuellement de 250 francs à 600 francs CFA le kilogramme. Au Nigeria, le Bureau national de la statistique note une hausse significative des investissements étrangers dans le pays. Des investissements qui, à en croire le rapport de la BNS, ont cru de 34,6% au premier trimestre 2019 pour atteindre un montant global de 8 500 milliards de dollars. Equiano, c'est le nom du système sous-marin de fibre optique que Google s'apprête à lancer à partir de 2021 pour révolutionner la connectivité entre l'Afrique et l'Europe. La particularité de ce système, selon l'opérateur américain, c'est qu'il sera le premier câble sous-marin à intégrer la commutation optique au niveau des paires de fibres, plutôt que l'approche traditionnelle de la commutation au niveau de la longueur d'onde. Google espère ainsi améliorer ses services de connectivité pour les entreprises et les particuliers en Afrique, ce qui portera à 47 milliards de dollars le niveau d'investissement de Google sur l'ensemble des 3 dernières années dans le renforcement de ses capacités. Les États africains devraient relever leur niveau d'investissement dans les infrastructures de 46,4% d'ici à 2020. C'est ce qui ressort d'une étude du cabinet d'analyse Global Data. Selon l'Institut, sur les 69 milliards de dollars qui seront consacrés à ces différents projets sur le continent, le secteur ferroviaire seul devra engloutir la moitié des investissements avec 55 345 km des 110 000 km des voies ferrées construites ou réhabilitées. Quand l'on s'attend à la réhabilitation ou la réalisation de 54 110 km de routes et 599 000 km pour les ponts. Tous ces projets, s'ils venaient à se concrétiser, devraient booster le processus de mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale entrée en vigueur le 30 mai dernier. Après une première expérience concluante en Égypte, le groupe américain de services de taxi Uber se lance à la conquête du réseau lagunaire de Lagos au Nigeria. Selon l'un des responsables du groupe, Uber Bots devrait contribuer à décongestionner la circulation dans la ville la plus peuplée d'Afrique avec près de 23 millions d'habitants. Prochaine destination dans l'agenda d'Uber, Abidjan et Dakar, où le potentiel navigable est aussi attrayant. La course au développement des infrastructures, tous les pays africains s'y mettent. Chaque État veut se doter d'infrastructures modernes pour améliorer la fluidité des échanges commerciaux. Mais qu'est-ce que c'est qu'une infrastructure dans le sens premier du terme? C'est la question que nos reporters ont posée aux Abidjanais ce matin. L'ensemble des constructions dont dispose un pays pour son développement. Une infrastructure, pour moi, c'est un bien public que tout le monde doit prendre soin. Voilà, pour pouvoir permettre aux générations futures d'en bénéficier. Des exemples d'infrastructures comme ça, nous avons le palais de la culture, le palais de la justice, voilà, et puis la maison des députés, le pont HKB aussi, parce que tout ça, ce sont des infrastructures qu'il faut bien entretenir pour les générations futures. Une infrastructure, c'est tout ce que l'État met à la disposition du citoyen lambda pour pouvoir circuler, en tout cas tout ce qui est public au fait. Et donc pour moi une infrastructure c'est ça. Voilà, tout ce qui est mis à la disposition par l'État pour le citoyen lambda. Voilà. Ça peut être des routes, ça peut être des édifices publics, ouais, ça peut être privé aussi. Donc c'est un peu tout ça. Pour moi, une infrastructure, c'est l'ensemble des biens communs que l'État met à la disposition de la population. Par exemple, les hôpitaux, les écoles. Quand vous parlez d'infrastructure, en termes d'infrastructure, il y a des exemples qui étaient un peu survocables. Quand on parle d'infrastructure, par exemple, les routes sont des infrastructures.
Même les écoles sont aussi des infrastructures. Voilà. Des avis qui nous donnent une idée assez intéressante de ce que c'est qu'une infrastructure. Essayons à présent d'avoir une approche plus précise sur le sujet. On y va pour le doc. L'infrastructure est un ensemble d'éléments interconnectés qui fournissent le cadre pour supporter la totalité de la structure. Le terme est souvent utilisé d'une façon très abstraite. Par exemple, les outils d'ingénierie informatique sont quelquefois décrits comme une partie de l'infrastructure d'un environnement de développement et le terme capital d'infrastructure en économie peut être trop large, comme il inclut l'habillement jusqu'au système de canaux qui s'étend sur un continent. Il faut aussi pondérer avec la notion de robustesse dans un environnement fluide. Beaucoup plus connu, les infrastructures de transport sont l'ensemble des installations fixes qu'il est nécessaire d'aménager pour permettre la circulation des véhicules et plus généralement le fonctionnement des systèmes de transport routier, ferré, fluviaux, énergétiques ou multimodaux. Au sens large, l'infrastructure de transport désigne l'ensemble et englobe tous les éléments nécessaires à l'exploitation normale, caténaires, signalisation, postes d'aiguillage, tout de contrôle dans les aéroports, etc., ainsi que tous les bâtiments liés à l'usage de la dite infrastructure. Les infrastructures sont généralement spécifiques d'un unique mode de transport et sont conçues pour permettre la circulation de certains types de véhicules plus ou moins diversifiés. Selon les modes de transport, la liaison entre véhicules et infrastructures est plus ou moins étroite, les extrêmes étant le véhicule tout-terrain, presque totalement indépendant, et à l'opposé, la cabine de téléphérique totalement liée à son infrastructure, câble porteur et câble tracteur de l'autre. À la limite, l'infrastructure constitue la totalité du système de transport. C'est le cas par exemple des canalisations destinées au transport de liquide, de gaz ou de produits plus véruleux tels que les aqueducs et les oléoducs. Les infrastructures sont généralement organisées en réseaux comportant des nœuds et des liens. Ainsi, le réseau ferroviaire est constitué de gares reliées entre elles par des lignes. Les nœuds importants comme les gares, les ports et aéroports sont aussi le point de contact et d'échange dits intermodaux entre deux ou plusieurs modes de transport. Les infrastructures de transport sont un élément primordial, nécessaire mais non suffisant pour garantir la liberté de déplacement des personnes et des biens et pour assurer le fonctionnement et le développement de l'économie. Leur création, qui en est une partie importante de l'aménagement du territoire, nécessite le plus souvent des investissements lourds et envisagés pour le long terme. Cela explique qu'elles soient le plus souvent prises en charge par la puissance publique. Toutefois, celle-ci en délègue quelquefois, pour des raisons de financement ou de savoir-faire, la construction, la gestion et l'exploitation à des entreprises privées en contrepartie de la perception d'un péage. C'est le cas par exemple du tunnel sous la Manche et plus précisément du viaduc de Millau. La voirie, qui comprend l'ensemble des voies routières, présente la particularité d'être dans tous les pays un espace public ouvert à tous gratuitement, sauf évidemment les voies privées ou concédées. Ce n'est pas le cas des autres infrastructures de transport comme le réseau ferroviaire qui constitue des espaces privés réservés à l'usage exclusif des exploitants habilités. Partons maintenant à la rencontre de notre entreprise partenaire et aujourd'hui nous sommes avec H-Tech Conakry où nous allons rencontrer Monsieur Yeo, directeur général de H-Tech Conakry. Bonsoir monsieur. Bonsoir 2FTV. Comment vous allez? Ça va très bien et vous? Ça va très bien. Nous sommes ravis de vous recevoir sur le plateau aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Alors d'accord monsieur Yeo, nous avons quelques questions à vous poser sur H-Tech Conakry. D'accord. Alors la première c'est parmi vos options de formation, il y a la double diplomation. En quoi consiste-t-elle?
Merci beaucoup. La double diplomation consiste pour un étudiant d'être inscrit à la fois à Conakry et à Abidjan, où est le siège international de HETEC. Et donc, à la fin de sa formation, l'étudiant bénéficie donc de 2 diplômes, comme l'indique même le nom de l'option. Dans le cas de Conakry, l'étudiant bénéficiera d'un diplôme guinéen et d'un diplôme ivoirien, issu de HETEC Abidjan. Voilà un peu ce qu'on appelle la double diplomation. OK. Et quels sont les avantages de cette option pour l'étudiant d'une part et le parent d'étudiant d'autre part? Alors, pour l'étudiant, la double diplomation lui permet de bénéficier de 2 accréditations très importantes dans un contexte de mobilité internationale. Je vais parler du CAMES d'une part et de l'ESISB d'autre part, qui sont 2 accréditations qui permettent d'assurer la mobilité internationale de l'étudiant qui a souscrit à cette option. OK. Alors, Monsieur Yeo, comment on s'inscrit à cette option de formation? Et c'est très simple, vous faites la demande de l'option et vous fournissez tous les documents requis pour cela. Je vais parler des documents IGEL demandés, le relevé des notes, les pièces d'identité. Vous faites en un mot, vous faites la demande auprès de HETEC Conakry. Une fois que votre demande est validée, donc au moment opportun, l'étudiant effectue le voyage de 2 mois maximum en direction de Abidjan. D'accord. Alors, Monsieur Yeo, où est situé HETEC Conakry? HETEC Conakry est situé dans la commune de Ratoma, précisément dans le quartier appelé Lambagny, juste derrière la station Shell de Lambagny. D'accord. Et quels sont vos différents contacts? Pour joindre HETEC Conakry, c'est très simple. Vous pouvez appeler le plus 224 666 91 99 99. OK. Vous pouvez répéter s'il vous plaît? Le deuxième contact, le plus 224 626 63 44 60. OK, d'accord. Je répète. Et aussi, on peut nous contacter via notre page Facebook. Vous mettez simplement dans l'adresse de recherche HETEC-Litis Guinée-Conakry. D'accord. Je répète 00224 626 63 44 60. Et le deuxième contact 00224 666 91 99 99. Et il y a aussi le compte mail de HETEC qui est hetec.conakry@gmail.com. C'est bien cela, monsieur? Exactement. D'accord. Alors, merci beaucoup, monsieur Yeo Cheikh Oumar. Ça a été un réel plaisir de partager ce moment avec vous. OK. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. On y va maintenant pour le dossier entrepreneuriat. Il n'y a pas de sous-métier, dit l'adage. Ceci est particulièrement vrai pour les vendeurs ambulants de crème ou de jus glacé à Abidjan et dans les grandes agglomérations. On connaît bien cette activité que les générations découvrent au fur et à mesure, focus sur un business dont la rentabilité reste cependant discrète. Au cœur des tendances alimentaires de toutes les générations en Côte d'Ivoire, les jus et crèmes glacées ont toujours constitué un important potentiel d'investissement pour les candidats à l'entrepreneuriat de proximité, que ce soit dans les gares routières, autour des lieux publics et même au passage dans les rues. La présence de ces jeunes gens conduisant des charrettes en thermos contenant des jus et crèmes glacées marque indéniablement le paysage urbain tant à Abidjan que dans les localités de l'intérieur du pays.
Entre autres produits phares proposés par ces jeunes, du Tampico, de la crème star ou encore du popito et même des cornets à glace que les populations affectionnent particulièrement. Mais pour beaucoup, la réalité qui conditionne ce milieu est loin d'être une préoccupation. Qu'en est-il du niveau de compensation financière des efforts consentis par ces jeunes gens ? C'est cet angle des choses que nous avons cherché à savoir en approchant les acteurs du secteur, depuis les fournisseurs jusqu'aux détaillants, pour parler des pions les plus visibles du jeu. C'est dans des magasins situés par endroits dans les quartiers de la capitale économique ivoirienne que l'on retrouve des centres de distribution de ces produits alimentaires. Ceux qui les détiennent, ce sont des entrepreneurs qui ont saisi la pertinence de ce business et un caractère infailliblement rentable dans un contexte de fragilité économique des populations. Moins chers, aguichant au coût, ces produits sont à la portée du grand nombre et cela vaut un investissement qualitatif pour se positionner comme un acteur de prédilection sur le marché. Pour s'assurer de la rentabilité de leur affaire, ces grossistes mettent en place un réseau d'écoulement des marchandises de sorte à maximiser la disponibilité de ces denrées auprès de plus grand nombre. Ça marche, mais tant de plus le marché n'est pas trop comme cela. S'il y a assez de vendeurs, on s'en sort. Au minimum de 100 000 comme cela par jour. Au minimum de 100. La règle dans ce business, c'est d'être strict dans le deal avec les détaillants pour permettre aussi à des jeunes désœuvrés de se faire des revenus. Des accessoires sont offerts tels que des charrettes et tout l'équipement qui va avec. Et pour le reste, il incombe aux détaillants de faire le nécessaire pour évacuer le maximum d'articles. Rémunération oblige. Comme il y a une place au moins qui va, ça fait que bon, il faut gagner au minimum 5 000. Bon, ça veut dire que pour avoir 5 000, il doit avoir 25 000. C'est justement cet effort de rentabilité qui absorbe les ressources physiques qui suscite une certaine carence dans la pratique de ce business. Certes, la possibilité de se faire du sou existe, mais pour l'essentiel, le niveau de gain dépend de la quantité de sueur dégagée, puisque ces jeunes revendeurs sont amenés à se promener intensement, et ce, généralement sous un soleil peu tolérant. Quoi qu'il en soit, le business marche bien en se projetant dans des perspectives futuristes. Il est fort à parier sur une redynamisation de ce secteur, pourvu que ces acteurs, notamment les grossistes et même les entreprises fabricantes, sachent faire preuve de génie dans l'innovation. C'est tout pour le journal de ce soir. Merci à vous.